Merci de prendre le rendez-vous pour de nouvelles informations économiques en Afrique, mais aussi dans le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va tout de suite, comme d'habitude, avec le sommaire pour commencer. En RDC, augmentation de la production du cacao à Mombasa en Ituri. Elle passe de 1000 tonnes en 2014 à 2000 tonnes l'année précédente. Le Nigeria perd sa place de première puissance économique d'Afrique. C'est désormais à l'Afrique du Sud que revient ce titre. Puis, bonne nouvelle pour le tourisme en Italie. Le secteur est en pleine expansion dans le nord-ouest du pays. À nouveau, bienvenue. En République démocratique du Congo, la production du cacao à Mombasa en Ituri est passée de 1000 tonnes en 2014 à 2000 l'année précédente. Selon l'inspecteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage de la région, cette augmentation se justifie par la multiplication des champs de cacao. Le prix au kilo du cacao, qui est supérieur par rapport à d'autres produits agricoles, serait aussi à l'origine de cette performance. Le Nigeria, qui tire 70% de ses revenus de la production de pétrole, a perdu sa place de première économie africaine, et ce au profit de l'Afrique du Sud. L'information a été rendue publique après les derniers calculs des PIB en dollars effectués la semaine dernière par le Fonds monétaire international. Chute du prix du baril, inflation, insécurité au sud, crise humanitaire au nord, pénurie d'électricité, ce sont là les principaux facteurs qui ont fait chuter l'économie du géant ouest africain. Images et sons. Chute du prix du baril, inflation, insécurité au sud, crise humanitaire au nord, pénurie d'électricité. En 15 mois, l'économie du Nigeria s'est effondrée au point de perdre sa place de première économie africaine au profit de l'Afrique du Sud. Ce bouleversement est intervenu à la suite des derniers calculs des produits intérieurs bruts en dollars par le Fonds monétaire international. Le pétrole, qui se vendait à quelques $100 le baril avant 2014 s'est effondré à $37 avant d'osciller actuellement entre 40 et 45 $ le baril. Ce qui explique en partie la descente aux enfers de l'économie du géant d'Afrique de l'Ouest, qui tire 70% de ses revenus de sa production de pétrole. Il y a quelques mois, le Nigeria avait déjà perdu la première place d'exportateur de pétrole sur le continent au profit de l'Angola. Selon les chiffres de l'OPEP publiés début août, le Nigeria produit 1,5 million de barils par jour contre 1,78 million de barils pour l'Angola. Le pays accuse une chute de 21,5% par rapport au mois de janvier, soit un manque à gagner de 41 300 barils par jour, conséquence des insurrections de groupes rebelles dans la région pétrolifère du Delta. Peu à peu, le Nigeria perd tous ses superlatifs et s'enfonce dans l'obscurité. La production électrique, qui connaissait déjà d'immenses difficultés avant la crise avec à peine 6000 MW, a également plongé à 2500 MW. On reste au Nigeria, mais cette fois-ci pour parler énergie. Le pays peine à satisfaire la demande de la clientèle, chose devenue préoccupante pour cette dernière. Et pour réduire les désagréments de cette situation, des jeunes ont mis sur le marché des lampes qu'ils fabriquent eux-mêmes. Le point avec Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria. Le problème de la sécurité énergétique est réapparu à l'ordre du jour au Nigeria. Récemment, des équipes d'experts ont été envoyées dans certaines parties du pays pour finaliser le projet de mise en valeur de certains barrages au centre du pays. Les rapports de ces différentes missions sont restés lettres mortes et sans suite. Conséquence, le délestage est devenu récurrent au Nigeria. Situation qui oblige une partie de la population, surtout la jeunesse, qui végète dans le chômage chronique, à user d'ingéniosité pour fabriquer des lampes à éclairage personnel. Le début d'une chose a toujours été difficile. Ce qui nous a poussé à réaliser cette lampe, c'est à cause du délestage. Et vous savez que le Nigeria est un pays où nous connaissons des difficultés en énergie électrique. Et nous avons été bien reçus par la population. La belle preuve, les produits sont vendus au-delà de nos frontières.
Cela me fera bientôt 10 ans que je suis dans cette activité de fabrication de lampes et je ne me plains pas du tout. Ça marche. Malgré l'énorme potentiel économique dont dispose le Nigeria, le pays est sur le point de subir les contre-coups d'une carence d'offres énergétiques suffisantes. Avec une faible production d'électricité, le Nigeria traverse une crise énergétique qui risque d'affecter les investissements et la croissance d'un pays qui vient de perdre sa place de puissance économique de l'Afrique au détriment de l'Afrique du Sud. Pour certains observateurs, le Nigeria dispose d'un énorme potentiel énergétique permettant d'attirer de nombreux investisseurs dans ce domaine, compte tenu des fortes demandes de l'industrie et du public. Le secteur de l'énergie s'effondre dans un pays qui peine à satisfaire la demande de la clientèle. La Tanzanie et la Banque mondiale ont signé un mémorandum d'entente relatif au financement à hauteur de 209 millions de dollars du programme national d'électrification rurale. Ce programme couvre une période de 6 années. Il a déjà connu la participation de plusieurs autres partenaires au développement. La Norvège y a contribué à hauteur de 80 millions de dollars, la Suède à hauteur de 70 millions de dollars et l'Union européenne à hauteur de 50 millions de dollars. Quant à l'Angleterre et la Banque africaine de développement, elles ont contribué respectivement pour 25 et 42 millions de dollars. En Italie, le secteur touristique est en pleine expansion dans le nord-ouest du pays. Sur le sentier côtier spectaculaire qui relie les villages médiévaux des Cinq Terres, accrochés aux falaises de la côte ligure de l'Italie, on s'attend désormais à une circulation en accordéon. Reportage. Les Cinque Terre en Ligurie. Chaque année, de plus en plus de touristes viennent voir ces 5 villages italiens cachés entre terre et mer. Ils étaient 2,5 millions en 2015 sur ce territoire de 43 km² où vivent à peine 5000 personnes. Cette famille chinoise a décidé de faire le voyage depuis le Yunnan après avoir vu des photos sur Internet. J'ai vu que tous les tours opérateurs vont désormais aux Cinque Terre. Donc nous aussi, nous avons décidé de venir voir ce bel endroit. Un succès croissant qui pourrait mettre en danger le délicat équilibre de ce territoire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Selon le parc national des Cinque Terre, qui a pour mission d'organiser le tourisme et de protéger ses sentiers étroits et escarpés, unique voie piétonne entre les villages, en 2015, le nombre de visiteurs a augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Et pour 2016, on estime qu'il y aura une nouvelle hausse de 20%. Bon nombre de touristes qui boudent le Maghreb ou la Turquie par peur des attentats se tournent en effet vers l'Italie. Si la situation devenait ingérable, si on ne pouvait plus gérer l'arrivée de tous ces touristes, à ce moment-là, nous serions obligés de prendre des mesures pour limiter l'afflux touristique. Même si on n'en est pas encore là, les premières mesures ont été prises. L'accès au sentier principal a été rendu payant et un ticket combiné train et visite a vu le jour. Certains touristes, habitués des lieux depuis 30 ans, se demandent s'ils pourront continuer à venir et si la zone ne risque pas de devenir accessible seulement aux plus fortunés. Je ne sais pas quelle est la solution parce que limiter les choses par l'argent est aussi, ça pose question. Parce que ça voudrait dire que ceux qui peuvent se le permettre viennent, ceux qui ne peuvent pas se le permettre ne peuvent pas. Je ne sais pas quelles sont les solutions. En attendant, l'augmentation du nombre de touristes se confirme partout en Italie, avec 50,7 millions de visiteurs étrangers en 2015, presque 2 millions de plus que l'année précédente. Et dans d'autres zones comme Venise et Capri, on réfléchit à des solutions de type numerus clausus pour préserver monuments et environnement. Destination dans cette édition, le Maroc, pour parler des investissements directs à l'étranger, IDE, qui ont connu une baisse de 34,9% au premier semestre 2016. On en parle plus amplement après ce jingle. Je reçois dans ce studio Casimir Pedjo. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue.
tout le plaisir pour moi, général. Alors comme ça, les flux des IDE se sont abaissés au cours du premier semestre 2016 au Maroc. À quoi doit-on cette situation? Il faut dire que c'est l'information que nous avons de l'office qui s'occupe donc de la statistique au niveau donc du royaume chérifin. En effet, le premier semestre, à savoir du 1er janvier 2016 donc au 30 juin 2016, le pays a connu une régression au niveau donc des investissements directs à l'étranger ou étrangers, si vous voulez. Et ceci est dû à la baisse des recettes selon donc les informations que nous avons, des recettes qui ont chuté jusqu'à hauteur de 4,2 milliards de dirhams, soit environ 17,5% donc du total. Il faut dire que au cours donc de cette période, on a noté le pays a donc relevé environ 12,3 milliards en termes d'IDE, d'investissement direct étranger au cours donc de l'année 2016, comparativement donc à l'année 2015 où ces mêmes indicateurs avaient fixé 18,9 milliards de dirhams. Donc le royaume chérifin s'est montré moins généreux en direction des multinationales que le royaume dispose au niveau des pays étrangers, que ce soit au niveau du continent africain ou bien à l'extérieur. Donc les investissements ont chuté et ceci ne favorise pas forcément une croissance de l'économie marocaine, surtout quand on est à l'étranger. Une situation qui n'est forcément pas sans répercussions. Alors, quelles peuvent être justement les conséquences d'une telle baisse sur l'économie du royaume? Alors, c'est déjà la devise nationale, donc le dirham, qui va prendre un coup en ce qui concerne donc l'apport de l'économie extérieure par rapport donc à la nationale. Donc il y aura une baisse forcément au niveau de la mobilisation des recettes. Il faut également dire que cette conséquence est liée forcément à une situation conjoncturelle que la sous-région, surtout la zone du Maghreb, a connue par rapport au terrorisme, aux menaces terroristes et également à la chute du brut qui, il faut le dire, a impacté négativement parce qu'aujourd'hui la situation internationale n'est pas du tout reluisante. Donc les voyages en direction du Maroc, il faut dire, le Maroc est un pays qui repose son économie sur donc le tourisme et donc les voyages ne se sont pas beaucoup sentis au niveau du pays et voilà ce qui a pu causer donc cette situation et aujourd'hui il faut attendre 2-3 ans pour voir les impacts surtout négatifs de cette situation sur l'économie marocaine. Mais tout n'est pas sombre quand même pour le royaume chérifien puisqu'on note tout de même que les recettes des Marocains résidant à l'étranger ont enregistré une hausse de 2,3%. Bien sûr, génial, soit un total de 34,9 milliards de dirhams contre 34,1 milliards de dirhams un an plus tôt. Vous comprenez donc au Maroc, ce n'est pas que les investissements étrangers qui apportent un souffle à l'économie. Il y a également l'apport des Marocains. Il y a les résidences qu'ils font pour donc le diaspora à l'étranger qui s'est établi donc à une hausse de 2,3% pour le compte donc du premier semestre de 2016. Merci beaucoup Casimir Kouedjo pour toutes ces informations et précisions. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très vite.